Donc on vient de voir ce qu'a été la France durant un drôle de guerre. Avant de revenir sur la campagne de Norvège, qui sera un peu la clôture de cette série, je pense qu'il est intéressant de voir ce que firent l'Allemagne et l'Italie durant un drôle de guerre, puisqu'elle les concerne aussi au premier plan. Et j'avais un prof qui disait à l'université, il n'est d'histoire que comparative, et je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort, même il avait totalement raison. Pour comprendre une période, un événement, je trouve qu'il faut toujours voir ce qui s'est passé dans d'autres pays, et avant, après celui-ci. Donc, qu'a fait l'Allemagne durant un drôle de guerre? Eh bien tout d'abord, elle a vaincu la Pologne, en un mois. Le détail militaire de la campagne nous intéresse peu, il faut tout de même rappeler certaines choses. La première est que, contrairement à une idée reçue, la Wehrmacht n'est pas une machine de guerre huilée jusqu'au moindre boulon. Alors profitons-en pour faire une petite parenthèse. Wehrmacht, c'est un terme qui veut dire forces armées. Ça ne désigne pas seulement l'armée de terre allemande comme on le croit souvent, et moi-même je l'ai cru pendant de longues années. Donc dissipons le doute, Wehrmacht ça veut dire aussi armée de l'air, la Luftwaffe, et armée de mer, la Kriegsmarine. Donc la Wehrmacht, comme le régime nazi en général, procède pour une bonne part d'improvisation générale, et le Troisième Reich a connu tout au long de son histoire des chevauchements d'autorité, entre armées, SS, entre États et partis par exemple, qui ont amené à beaucoup de chaos. Et ça a été vu jusqu'au plus haut niveau des opérations, puisque le maréchal von Brochicht, qui était très haut placé dans la hiérarchie, a rappelé très justement que selon lui l'armée allemande était, je cite, un chaos au pas cadencé. Évidemment, il disait ça en référence au célèbre pas de loi, le pas de défilé des soldats allemands. Donc, chaos au pas cadencé, je trouve que ça résume très très bien ce qu'a été le Troisième Reich. En apparence très fort, très bien huilé, très bien cadencé, et finalement, à l'intérieur, miné par des dissensions qui ont conduit à des catastrophes. Et d'ailleurs, la Pologne a été plus vaincue par la surprise, une mobilisation de masse qui était déjà faite avant le début des combats, en grande partie, et une aviation très bien utilisée, plutôt qu'à autre chose. Mais il faut aussi savoir que les Polonais ont dû disperser leurs forces, puisque les Soviétiques les ont attaqués suivant les termes de l'accord germano-soviétique dont on a déjà parlé. Donc les Soviétiques les ont attaqués dans le dos à la mi-septembre pour récupérer les terres biélorusses qu'ils avaient perdues, on l'a évoqué tout ça. Et donc les Allemands en ont profité. Il faut savoir qu'ils ont commencé la guerre sans vrai stock de munitions, 3 mois tout au plus. Ils avaient très peu d'acier, ils ont failli tomber à court de tout cela en plein combat. De plus, l'état-major était assez réservé et affirmait que les forces armées ne seraient pas prêtes avant plusieurs années. Enfin, de nombreux officiers se sont avérés être incapables, et les soldats souvent jeunes et inexpérimentés. Ils ont parfois subi un baptême du feu très brutal, et si la propagande nazie est toujours efficace aujourd'hui dans le sens où elle vous montre sur les images des Polonais qui chargent à la lance sur les blindés, ce qui est faux, puisqu'à l'époque la lance n'est déjà plus dans l'armée polonaise, et de plus les cavaliers de l'époque, qu'ils soient polonais ou allemands, combattent à pied. En fait, ils se déplacent à cheval, mais ils combattent à pied. Toutefois, ce qui est vrai, c'est que parfois ils ont chargé. Et ça s'est encore vu. Et dont des charges au sabre. Et ce qui a vraiment fait peur aux Allemands, parce que c'était un peu une vision qui venait d'un autre siècle en quelque sorte. Et donc ça a pu faire peur à certains soldats qui n'avaient jamais vu le feu. Mais la chance du Troisième Reich est, on l'a vu, de ne pas avoir été attaqué sur le Rhin, ce qui leur a permis de se concentrer sur la Pologne, puis de renvoyer toutes les forces à l'ouest. C'est ce que les Allemands appellent la Sitzkrieg. Donc nous on appelle ça la drôle de guerre. Les Allemands appellent ça la Sitzkrieg, ce qui veut dire plus ou moins la guerre assise. A noter que les Anglais appellent ça the phony war, c'est-à-dire la fausse guerre. Donc la Sitzkrieg fut un temps de restructuration des forces allemandes. Les stocks d'armement et de munitions ont été complétés au calme, les unités ont été réorganisées et les enseignements de la campagne de Pologne tirés. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Blitzkrieg, ce qui est un peu un terme de propagande qui a été créé de toutes pièces. Mais toutefois, la Blitzkrieg, on a vu que ça marchait. Alors la Blitzkrieg, grosso modo, c'est utiliser le couple avion blindé pour briser le front adverse, s'y engouffrer, créer de larges poches, de larges déchirures dans ce front, et ensuite l'infanterie qui suit nettoie les poches, nettoie le terrain et l'occupe. Donc plus ou moins, grosso modo, évidemment, c'est ça.
Donc on a vu que ça marchait en Pologne. De plus, le pacte germano-soviétique, qu'on appelle aussi pacte Molotov-Ribbentrop, du nom des deux ministres qui l'ont signé. Donc le pacte qui comporte des clauses commerciales, ce qui permet à l'Allemagne de s'approvisionner via l'URSS, ce qui fait en quelque sorte un pied de nez au blocus maritime franco-britannique. Pourtant, si Hitler pense s'attaquer rapidement à l'ouest, pour de diverses raisons, l'opération est ajournée une trentaine de fois, notamment devant l'opposition de ses généraux. Donc cette période de la drôle de guerre est primordiale, dans le sens où elle fut celle qui vit les Allemands adopter leur plan qui fit leur succès à l'été 1940. Ce plan-là, qu'on appelle le Fallgelb, le plan jaune, a été concocté par le brillant von Manstein et soutenu par un très grand général des blindés, Guderian. Et il a été imposé par Hitler contre son entourage. Alors vu que le plan a marché et comme on le sait, la France a été détruite de manière très rapide, ensuite Hitler a cru qu'il était un génie du fait de sa bonne décision, qui est vraiment une bonne décision d'avoir imposé ce plan en 1940. Et c'est de là que partent une bonne partie des catastrophes qui ont frappé l'Allemagne par la suite. C'est-à-dire que son état-major était assez pusillanime, c'est-à-dire réservé et, pour ne pas dire lâche, dans le sens où il était forcé à faire une guerre qu'en bonne partie il n'avait pas forcément voulu. Et ce plan qu'il avait proposé à Hitler était plus ou moins une réédition du plan Schlieffen. Alors le plan Schlieffen, c'est le fameux plan de la Première Guerre mondiale, où grosso modo les Allemands ont décidé de passer par la Belgique neutre pour débouler sur les arrières des armées alliées et les détruire en les encerclant. Donc les Allemands avaient prévu un plan qui était plus ou moins le même, et les Français, eux, avaient prévu une réponse qui s'appliquait exactement à ce cas de figure. Donc en France, on pensait que les Allemands allaient rééditer ce plan, et donc on avait prévu, dès la déclaration de guerre, d'envoyer toutes les forces motorisées et blindées, c'est-à-dire les plus rapides, en Belgique, pour empêcher les Allemands de recommencer leur coup de 1914. Donc en fait, le plan français était loin d'être stupide, puisque si Hitler n'avait pas imposé le plan von Manstein, les Français auraient pu faire une riposte tout à fait adaptée à ce que les Allemands proposaient. Et ça, c'est primordial. Toutefois, on l'a dit, c'est le plan von Manstein qui a été adopté. Donc depuis le temps que j'en parle, qu'est-ce que c'est? Alors, d'après ce plan, il faut faire une diversion en Belgique, mais aussi en Hollande, qui pendant la Première Guerre mondiale était neutre, pour justement laisser croire aux Alliés que l'on allait refaire la même chose qu'en 1914. Toutefois, une grande importance est donnée aux forces blindées et motorisées, qui sont regroupées en une armée très puissante, qui va avoir pour tâche de percer dans les Ardennes. Pourquoi les Ardennes? Eh bien parce que les Ardennes sont à la limite entre toutes les forces qui iront en Belgique et toutes celles qui défendent la ligne Maginot. C'est une zone qui est donc peu défendue. De plus, elle a été jugée plusieurs fois par les Alliés, dont Pétain lui-même dans un célèbre rapport, comme infranchissable, puisque les Ardennes c'est une zone qui est boisée, montagneuse, où il y a très peu de routes, et celle-ci serait à coup sûr embouteillée si jamais une attaque se faisait dans cette zone. Alors certains hommes, comme l'historien et stratège anglais Liddell Hart, avaient justement dit attention, méfiez-vous des Ardennes, on ne sait pas ce qui pourrait s'y passer, mais ils n'ont pas été écoutés. Donc passer par les Ardennes permet deux choses. Déjà, couper de la France toutes les forces qui sont engagées en Belgique, et de l'autre, contourner par l'arrière la très puissante ligne Maginot. Parce que la ligne Maginot ne peut pas tirer en arrière, ses coupoles sont bloquées, leur tir est bloqué d'un seul côté vers l'Allemagne. Donc c'était un plan qui était brillant, mais extrêmement risqué. Risqué car si les Alliés ne tombaient pas dans le panneau de la diversion allemande en Belgique, l'exécution de ce plan aurait été tout à fait contrariée. Il aurait été possible de voir des Allemands se faire tronçonner, se faire détruire dans les Ardennes, alors que leur attaque
en dépendait totalement. Mais comme la suite de l'histoire le montre, ça a tout à fait marché. L'exécution de ce plan ne relève pas de la drôle de guerre. Il lui met même fin. Donc je n'entre pas plus avant dans les détails. Reste à voir ce que maintenant a fait l'Italie dans la drôle de guerre. Et c'est l'occasion d'une prochaine vidéo.